Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Bourse Stratégie d'investissement et de trading. Cette semaine, pas mal de bruit dans l'actualité avec toujours des discussions autour de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Des discussions qui doivent se poursuivre en Arabie Saoudite entre les États-Unis et la Russie d'une part, et puis les Ukrainiens y sont invités mais sans rencontrer directement les Russes. Donc voilà, une situation un peu bizarre. Jérôme Powell qui est intervenu durant la semaine pour dire que pour l'instant il ne touchait pas au taux d'intérêt aux États-Unis, donc il ne baissait pas les taux d'intérêt aux États-Unis. Pas mal de craintes sur l'actualité économique et le ralentissement économique aux États-Unis justement, et donc voir comment Jérôme Powell va agir par rapport à ces événements. Pour l'instant, les marchés sont plutôt inquiets. Ça baisse plutôt aux États-Unis. Et puis, on a également un certain engouement en Europe pour l'ensemble des plans de relance. Donc, il y a pas mal de choses assez contradictoires, pas mal de bruit sur ces marchés, avec un impact qui est assez différent entre ce qui se passe en Europe, un DAX et un CAC 40 qui sont plutôt assez haussiers, plutôt forts, et un Nasdaq ou un S&P 500, Dow Jones qui sont plutôt faibles. Donc, voilà, une situation un peu paradoxale, un peu inverse de ce qu'on a connu en 2024. Mais on va voir ça dans le détail. Mais avant de commencer, donc, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et qu'investir en bourse présente des risques de perte en capital. Le portefeuille partagé n'a pas vocation à être répliqué. Chacun est responsable de ses investissements. Et les actions qui sont présentées ne sont pas des conseils en investissement. Donc voilà, on va regarder notre portefeuille, on va regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine avec une petite nouvelle valeur que j'ai entrée au portefeuille. Donc on va commencer avec notre CAC 40, qui, comme je vous le disais, malgré le bruit un peu ambiant qui se passe sur l'actualité, aussi bien économiquement qu'en termes de géopolitique, on a finalement un CAC 40 qui est assez neutre, enfermé dans cette zone entre les 8200 et les 7800. On est en hebdomadaire ici. Hein. Et donc on voit ici qu'on a ouvert et qu'on a fait une longue mèche basse, une longue mèche haute, pardon, sous la M7 qui fait office de résistance dynamique. Et puis on a des marchés qui sont quand même assez hésitants. Hein. Ça fait 5 semaines qu'on évolue dans cette zone entre 8000 points et 8200. Et donc mon scénario principal serait un retour sur les 7800 points en zone de support avec la M20 hebdomadaire. Et puis si on a cassure des 8200, eh ben on poursuivra plus haut. Mais globalement, ça ne nous empêche pas d'avoir et de repérer des opportunités plutôt positives. Hein. On va le voir avec le portefeuille tout à l'heure. Et ça ne nous empêche pas de continuer à chercher des opportunités pour alimenter le portefeuille. Donc on va regarder nos valeurs en commençant par ESSO, qui a... non, on va regarder le CAC 40 en journalier avant, excusez-moi. J'aimerais bien voir le CAC 40 en journalier. Donc en journalier, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la même chose. Hein. Avec une semaine qui est plutôt assez volatile, entre bonnes et moins bonnes nouvelles. On avait cassé cette zone des 8000 points, mais on a réussi à la réintégrer. Et puis on évolue au gré des news, des plans d'investissement de l'Europe, des incertitudes sur la guerre en Ukraine. Voilà, c'est assez volatile, mais ça reste contenu entre cette zone des 8000 et 8200 points. Encore une fois, la zone que mon scénario principal sera un retour sur les 7800. Et puis on est attentif à une cassure des 8200. Mais en attendant, on va regarder ce qui se passe sur le portefeuille. Donc avec Esso, qui a annoncé un dividende exceptionnel, donc on a eu un gros gap haussier. Et là, on a une petite consolidation qui se déroule, donc c'est assez cohérent. J'ai pas vendu la valeur sur la cassure des 138 euros, parce que j'ai trouvé que la dynamique était plutôt bonne. Donc je vais conserver pour un attrait spéculatif Esso pour obtenir le dividende exceptionnel de 50 euros par action. Mais également parce qu'ESSO, il y a quand même un sujet de retrait de la cote. Et donc il y a quand même un attrait spéculatif autour d'ESSO. Donc à voir sur les prochaines semaines, après la distribution du dividende, pour essayer de réajuster ma stratégie. C'est mentir. Donc c'est mentir qui poursuit sa hausse hein, depuis qu'on l'a acheté autour des 10,75. Donc on a remis le stop loss, on l'a remonté aux alentours de 12,20.
À voir si je vais le remonter à ces niveaux-là, des 12,68. Oui, ça paraît assez intéressant pour grappiller encore un petit peu de gain, hein. Donc on peut la mettre effectivement. On peut mettre le stop loss juste en dessous des 12,68, voilà, en dessous de cette mèche basse. Donc voilà, je vais remonter le stop loss. On laisse courir, on laisse évoluer positivement, donc rien de très particulier. On verra que c'est l'une de nos meilleures performances. For Farmers, qui continue sa hausse, et là aussi, j'ai remonté le stop loss aux alentours des 4,03. À voir, peut-être le remonter également ici, sous les 4,31, pour essayer encore de grappiller quelques points. On va voir comment agit la M20, qui est au niveau des 4,44. Pour l'instant, on consolide, rien de très méchant. Voilà, c'est une très belle configuration et c'est plutôt positif ce trade sur For Farmers. LVMH qui continue sa dégringolade suite aux menaces de droits de douane supplémentaires sur les spiritueux aux États-Unis de la part de Donald Trump. Donc voilà, j'ai une action, je la conserve, je suis dans une optique de recovery sur LVMH. Et pourquoi pas recharger autour des 560 euros. Là, on a une jolie figure. Si on avait une bougie verte, ça serait intéressant. Ça serait peut-être un marteau, une figure en marteau. Donc, on va voir sur la prochaine semaine comment les choses se poursuivent. Billfinger, où là, on est entré sur cassure des 51,40 en hebdomadaire. Donc, voilà, une très très belle configuration. J'ai mis mon stop loss, je l'ai remonté autour des 56 ou 80. J'ai pris la moitié des bénéfices, tout comme sur Sementir, pour sécuriser une partie des gains et se payer, in fine. Pourquoi pas remonter le stop sous cette zone-là des 61 euros. On a la M20 qui est ici, autour des 65. Ouais, ça serait intéressant là, de remonter le stop ici, pour sous comblement. Ouais, peut-être sur cette zone-là, on verra. Ouais, ça peut être intéressant sur cette zone-là. Sous cette bougie ici, voilà, ce qui ferait qu'un comblement du gap et une cassure de la M20 annihilerait la tendance et peut-être recharger, reprendre une ligne sur un support des 51,40. Mais on peut toujours avoir un non-croisement haussier M7-M20 qui nous donnerait une nouvelle impulsion haussière. À voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines sur Billfinger. Mercedes, qui reste plutôt hésitante sur cette zone entre les 62 euros et la M200 depuis la publication des résultats. Donc on attend, j'ai pris une ligne avec mon stop loss à 55,60. La nouvelle valeur sur laquelle j'ai souhaité entrer, j'ai pas pu vous la présenter la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo, mais c'est Iberdrola que je surveillais. J'ai eu si vous voulez, j'ai eu mon alerte qui s'est déclenchée à 14 euros. L'alerte était à 13 ici. L'alerte était à 13,93 et je l'ai acheté à 14 euros parce que la bougie me plaisait beaucoup. La tendance me plaît beaucoup. On a cassé une résistance hebdomadaire ici aux alentours des 13,76 et donc c'est une tendance qui est plutôt intéressante sur Iberdrola. Donc voilà, j'ai pris des titres. On est sur des plus hauts historiques. La tendance est plutôt bonne. Alors la stratégie, c'est quoi? C'est d'avoir acheté à 14 euros avec un stop loss que j'ai placé à 13,18,15 ici. On le voit. Donc ce qui fait une perte potentielle de 5,83%. J'ai déterminé une perte de 75 euros. Donc j'ai fait 75 euros divisé par les 5,83%. Ce qui m'a donné le montant de ma position, c'est-à-dire je peux prendre un risque de 1286 euros. Je peux prendre une position de 1286 euros pour une perte de 75 euros. Et donc, divisé par le cours, ça m'a fait 91,88 titres. Donc j'ai pris 92 titres pour m'exposer à hauteur de 75 euros sur Iberdrola. Donc on va regarder justement le portefeuille. Ici. Voilà. Donc on a un portefeuille qui est en gain de 875,18 euros en performance,
Mais je vous rappelle que le portefeuille était de 10 000 euros au départ. J'ai rajouté 400 euros. Donc ça fait 10 400 euros d'investissement. Et aujourd'hui, la valeur du portefeuille est à 11 765, ce qui fait un gain de 1365 euros, ce qui est une très très belle performance depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier où j'ai mis en place ce portefeuille. Donc en termes de valeur, on conserve le Amundi pour se prémunir d'une éventuelle baisse du CAC 40. Donc pour l'instant, je ne touche pas à Amundi. Bilfinger, il me reste que 10 actions. J'ai vendu la moitié pour prendre des bénéfices. Et donc la performance est à plus 30%. Sementir, il me reste 91%, 91 actions, ce qui est la moitié de ma ligne initiale. J'ai pris des bénéfices, donc on a plus 29% de hausse. ESSO, plus 31%, donc c'est plutôt pas mal sur ESSO. For Farmers, on est à 34% de hausse. Là aussi, j'ai pris la moitié de mes bénéfices sur For Farmers. On laisse courir le reste. Iberdrola, je viens de la faire rentrer, donc on a plus 2%, donc rien de très particulier. LVMH, c'est ma plus grosse perte du portefeuille à moins 15%. Mais j'ai pris qu'une ligne et je dois en prendre une deuxième. Donc à voir si j'attends les 560. Je vais regarder un peu comment ça se passe sur les prochaines semaines, prochains jours, première semaine sur LVMH pour compléter ma ligne. Et enfin Mercedes, on est à moins 2,8%. On reste assez flat sur Mercedes. Donc voilà pour le portefeuille qui est valorisé à 11 765 euros avec un capital de départ de 10 400 euros. Il me reste 3 847 euros de liquidité et on est exposé sur 7 918 euros. Donc voilà, rien de très particulier. Nos stop loss sont placés et on continue de rechercher des opportunités. Et donc ces opportunités, ça peut être L'Oréal, qu'on regarde ici, qu'on surveille depuis plusieurs semaines, L'Oréal. Qui évolue toujours sous sa M200, donc ça reste assez timide. On repasse au-dessus M7, M20, là on recasse. Donc on a une zone ici qu'on peut identifier. Alors on va passer en mode courbe. Voilà. Et on va se mettre une résistance qui commence à être quand même assez prépondérante autour des 367 euros. Donc voilà. On attend de voir cette zone des 367 euros. Je vais commencer à prendre une ligne à compter de la cassure de la M200. C'est ma stratégie. Pour jouer, ce que je vous avais dit sur une précédente vidéo, plutôt un aspect investisseur sur L'Oréal en jouant une recovery, plutôt que l'aspect trading pur. Donc voilà, on attend sur L'Oréal. Katana, où là on est en observation depuis plusieurs semaines, depuis le lancement de la chaîne. On attend qu'en hebdomadaire, on vienne casser cette zone cette oblique diagonale qui a fait office de résistance à plusieurs reprises. Donc on patiente et on ne se précipite pas sur Katana. Crossject. Crossject, qui évolue sur cette zone un peu de consolidation horizontale, une zone d'accumulation. Si ça casse par le bas, le plan est caduque. Si ça casse par le haut, plusieurs stratégies, soit acheter sur le bas de canal pour viser le haut, soit acheter sur cassure de la M200, soit acheter comme je souhaite le faire sur la chaîne, sur cassure des 2,52, et puis aller viser les 3,01, quoique je peux prendre la moitié de ma position sur cassure de M200 et le solde de la position sur cassure de 2,52. À voir la stratégie que je mettrai en place au moment venu. Danieli, où nous étions sur une zone d'accumulation ici, et puis je vous ai parlé de cette cassure éventuellement de cette zone d'accumulation qui s'est réalisée sur une très belle bougie. On a cassé la résistance des 27,45, on a cassé la M200, et puis on a atteint le point objectif. Donc voilà, bravo à vous si vous avez pris du Danieli. Moi personnellement, je ne l'ai pas entre capital parce qu'effectivement, j'avais pas mal de positions qui n'étaient pas encore tout à fait établies et pas tout à fait lancées. Donc ça me faisait prendre un risque supplémentaire. Mais voilà, si vous l'avez prise, bravo à vous. Eckert. Voilà, Eckert, je suis sur cette zone de surveillance hebdomadaire. On a
ici la zone des 57 et des 62 euros. Pour l'instant, c'est en train de consolider, retour sur M200, donc voilà, ça s'affaiblit un petit peu. Je prendrai une position éventuellement sur cassure des 61,90, mais pour l'instant, je reste en observation et je ne touche à rien. Voilà pour Eckert. Acomo, dont je vous ai parlé semaine dernière et pour laquelle je n'ai pas été nécessairement réactif. Voilà, on a eu cette cassure de la zone des 21 euros. Malheureusement, j'ai pas pu me positionner sur Acomo. Mais c'est vrai que la tendance est plutôt bonne. Que viser? Bah écoutez, on est sur des plus hauts, donc c'est assez compliqué. Je crois qu'on est sur des plus hauts depuis 2012. On en avait parlé lors de la dernière vidéo sur Acomo. Donc c'est assez... Non, on a des plus hauts, pardon, ici, qui sont en 2022. Non, je confonds avec BAM Group, pardon, excusez-moi. Donc on est sur des plus hauts depuis 2023. Et donc on a ici une nouvelle zone de résistance, à voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, je n'ai pas pu me positionner, mais ça serait intéressant de trouver une zone d'entrée sur Akumo parce que la configuration est quand même assez intéressante. Enfin, BAM Group, où là c'est celle-ci qui battait des plus hauts depuis 2012 et qui continue sa hausse. Donc voilà, je ne me suis pas positionné sur BAM Group, mais c'est vrai que la configuration est plutôt intéressante. On va regarder en journalier. On avait établi une stratégie avec un stop loss. Voilà, avec un stop loss sous cette zone-là. Donc si vous avez pu en profiter et acheter sur un retour sur ce point de support, tant mieux pour vous. Mais voilà ce qu'on peut dire sur BAM Group. Donc voilà pour cette semaine. C'est une semaine où il y a quand même pas mal de bruit et c'est pas fini. Hein. Il y aura encore beaucoup de bruit sur ces prochaines semaines. Il y a beaucoup de sujets qui restent sur la table, la guerre en Ukraine, les droits de douane, la position de la Banque fédérale américaine